La visite de M. Février au Bénin est le fruit d'un long processus de négociations et de travaux qui ont conduit à la signature d'un mémorandum entre la FIFA et l'OMC pour faire du commerce une arme de lutte contre la pauvreté. Alors faire du commerce une arme de lutte contre la pauvreté, c'est quoi? C'est pouvoir transformer les produits et surtout avoir toute la chaîne de valeur en local. Notre projet s'appelle Partenariat pour le coton. C'est la preuve qu'aujourd'hui que l'Afrique bouge, que le Bénin a pu faire bouger les lignes, puisque c'est grâce au Bénin que ce projet est né. Donc cette ligne-là, nous espérons pouvoir donc l'accueillir, en tout cas avec ce que M. Février a vu, le témoin, nous allons donc pouvoir étudier et accueillir l'étude de faisabilité. Et je pense que les yeux font plus que les mains, puisque aujourd'hui les yeux pourront être témoins de ce qu'il a vu et donc appuyer donc notre candidature pour pouvoir accueillir la production de cette ligne phare de la FIFA. I'm not an expert in production of textiles, but I see. Je ne suis pas un expert en production textile, mais je remarque que nombreux parmi les jeunes qui travaillent ici sont heureux. Cette initiative du gouvernement est un modèle. J'ai espoir que selon nos requêtes, vis-à-vis de nos partenaires, que certains aspects de nos projets seront développés au Bénin, dans cette usine. 16 janvier 1977, 16 janvier 2024. Cela fait exactement 47 ans que le Bénin a subi une agression d'un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents, conduit par Bob Denard. C'était l'opération Crevette qui venait d'échouer contre le régime du général Mathieu Kérékou, alors au pouvoir. Il sonnait en effet 7 heures du matin, ce 16 janvier 1977, quand un groupe d'environ 100 mercenaires africains et européens à bord d'un avion DC-7 débarquait sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Très vite, les premiers coups de feu retentissent à Cotonou contre le régime marxiste-léniniste dirigé par Mathieu Kérékou. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission. Éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. L'alerte générale a été donnée dans toute la ville. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tourné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Les invités indésirables voulaient prendre contrôle de certains endroits stratégiques de la ville tels que le camp Guézo, principale base militaire de Cotonou, la présidence et la radio. Pendant plus de 3 heures d'horloge, l'armée béninoise a pu contenir les assaillants qu'elle réussit finalement à mettre en déroute. Aujourd'hui, mardi 16 janvier 2024, 47 ans plus tard, le Bénin toujours droit dans ses bottes s'en souvient comme si c'était hier. Cette date marque l'histoire politique du Bénin et restera à jamais gravée dans les mémoires. Le Bénin a réussi à vaincre l'ennemi venu renverser le pouvoir du feu général Mathieu Kérékou. 47 ans après, l'héritage laissé par le général Mathieu Kérékou est en de bonnes mains avec le régime de la rupture conduit par Patrice Talon, un président aussi ferme et engagé dans la préservation des valeurs éthiques du pays. Les hommes de garde qui étaient avec moi, ils ont essayé de riposter, mais les engins ont été détruits. Les hommes sont repliés, ils ont tiré des obus, ils ont commencé leur avance vers la ville et ils ont procédé à l'encerclement de l'aéroport. Ils ont commencé le débarquement de leur matériel
Et après, il y a eu 2 blancs qui sont arrivés sur moi ici. Mais avant, dès qu'ils ont commencé le tir, moi j'ai essayé de me faufiler dans le bureau et j'ai téléphoné à l'état-major pour rendre compte des faits. Et c'est après, quand tous mes hommes sont repliés, que j'étais resté seul ici. Les blancs sont venus me prendre ici comme otage. Ils ont utilisé notre jeep et ils m'ont amené là-bas, sur le parking, là où se trouvent les voitures là-bas. Là. Et ils m'ont gardé, plaqué au sol. Après, ils ont ramené, je crois, un gendarme qui était en service, je crois, à l'aéroport là, de la BTA, qui était venu par hasard au service. Ils l'ont arrêté aussi. On était deux. Comme il leur manquait du personnel pour débarquer leurs affaires, s'ils progressaient déjà en ville, ils nous ont obligés à aller dans l'avion pour débarquer le reste de l'armement qu'ils avaient à bord. C'est ainsi que dans l'avion, on a eu à reconnaître des Africains parmi les mercenaires. Ouais, la journée du 16 janvier 1977, aujourd'hui ça fait 45 ans. Vous savez, nous, on ne peut que dire, relater ce qu'on a entendu. Parce que nous, on ne pouvait pas comprendre grand-chose à l'époque. Le pays a été agressé par un ordre de mercenaires venus de l'étranger en complicité avec certains Béninois. Bon, à l'époque, il semble qu'on appelait ça le GMR, gouvernement militaire révolutionnaire. En tout cas, d'après les faits, les récits que nous on a vus sur papier. Mais au-delà de tout ça là, parce que c'était le marxisme-léninisme que les gens ne voulaient pas. Et les Béninois étaient parmi ces gens-là. Les gens sont associés à ces pays-là. Et ils ont fait, d'après ce qu'on nous a rapporté, ils ont fait escale, Gabon, Togo, tout ça là. Et il y a des complicités des États. Bon, cette journée, vraiment, à l'époque, nous, on était vraiment des enfants. Mais c'est une journée qui n'est pas bonne pour les Béninois. Vous savez que 16 janvier, notre pays a été agressé par le monsieur Bob Denard avec ses mercenaires qui voulaient à l'époque renverser le régime militaire du général Mathieu Kérékou, paix à son âme encore plusieurs fois. Donc c'est la date du 16 janvier, là, c'est une journée triste pour tous les Béninois où nous avons nos frères, d'autres ont perdu la vie. Donc nous ne pouvons pas oublier cette journée. La journée du 16 janvier, normalement, c'est une journée que les mercenaires sont venus dans notre pays, ici. Ça serait un grand deuil pour le pays. Parce que les mercenaires venaient dans un pays et puis on a pu lutter pour les renvoyer. Et aujourd'hui, nous sommes en paix dans notre pays. J'ai l'impression que ceux qui sont tombés là, c'est comme s'ils sont dans l'oubli. En tout cas, selon moi. Donc, le gouvernement, les politiciens peuvent se réunir pour voir comment ils vont organiser ça autrement. Bon, moi, normalement, c'est le président Kérékou qui devait jeter les bases, les jalons de ça là, parce que c'est en son temps que c'était passé. Donc, ceux-là allaient venir et suivre la voie. Bon, peut-être qu'il avait l'intention de faire. Bon, ceux-là peuvent continuer. Puis, comme l'État a une continuité, on va voir ce qu'on pourra faire. On doit célébrer cette journée. Au moins, les militaires peuvent aller se faire dépiler en mémoire de leurs frères qui sont disparus. Parce que l'armée est toujours et indivisible. Et quand il y en a mal quelque part, il ne faudrait pas qu'on va les oublier. Parce qu'ils ont été soldats béninois et ils sont morts pour la patrie. Donc on trouve une journée au moins le 16 janvier là pour que ces militaires puissent aller se faire dépiler pour qu'on puisse savoir qu'on est en souvenir de nos frères qui ont perdu l'âme. Et nous tous on va rester ensemble, prier pour que ces genres de choses ne se répètent plus dans notre pays. Parce qu'il y a des corps armés qui se sont partis en ce temps. Il y a aussi des civils qui se sont partis en ce temps. Normalement, on doit créer une grande messe
Puis on va rester tout le monde va rester ensemble et prier pour qu'il y ait encore plus de paix dans notre pays. Parce qu'en ce temps-ci, ça avait pénétré, vraiment. Je sais que notre pays ne serait pas comme ça aujourd'hui. Normalement, c'est une grande journée que l'État doit férier. Mais je vois que le jour qui vient et les années qui viendront, l'État peut encore revoir ce jour-là. Parce que c'est un grand jour. Qu'on doit rester en deuil, prier pour le Bénin. Pour que ces genre de choses ne se répètent plus dans notre pays. Considérant que le dimanche 16 janvier 1977, notre pays a bel et bien été victime d'une agression barbare perpétrée par une horde de mercenaires qui sont venus régler de manière violente les contradictions internes à notre peuple. Considérant que le monument érigé à la mémoire des victimes de la dite agression est là pour témoigner de nos errements dans la quête légitime de notre peuple pour une société fondée sur la démocratie, le progrès et la justice sociale. Les Béninoises et Béninois, signataires de la présente pétition, soucieux de léguer aux générations futures un patrimoine historique débarrassé de tout maquillage afin de permettre à leurs descendants de connaître le passé de leur patrie en toute vérité, afin non seulement de se souvenir des erreurs de leurs aînés, mais surtout d'en tirer toutes les leçons pour éviter de répéter les mêmes erreurs, demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement de la rupture de prendre toutes les dispositions légales pour 1. Renoncer à l'appellation fumeuse et vague de place de souvenir donnée au monument érigé en hommage aux martyrs dimanche 16 janvier 1977. 2. Réhabiliter purement et simplement l'ancienne appellation de place des martyrs du 16 janvier 1977, qui est la seule et meilleure façon de respecter l'histoire, mais aussi et surtout la mémoire de ceux qui, dans un élan de générosité patriotique, acceptent de faire le don suprême et sublime de leur vie pour sauver la patrie en danger. Aussi, nous remercions le gouvernement de la rupture pour avoir réhabilité la place des martyrs du 16 janvier 1977, seulement que les soirs, nous constatons que cette place n'est pas éclairée. Donc nous demandons bien sûr au gouvernement de bien vouloir autoriser les services compétents pour éclairer cette place. Près de 9 millions de dollars stockés dans des paradis fiscaux sur l'île anglaise de Jersey seront rendus au Nigeria. Ces fonds avaient été confisqués par la Cour royale avant qu'un tribunal ne décide de leur renvoi à Abuja. Selon le tribunal de Jersey, l'argent était dédié à l'achat d'armes et de matériel aéronautique entre 2009 et 2015 pour la lutte contre Boko Haram, sauf que ces sommes ont finalement été détournées vers des sociétés écrans appartenant à des membres du gouvernement de l'époque. L'unité de la criminalité économique et de la confiscation du département des avocats, qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nigérianes dans ce dossier, a salué la contribution d'Abuja. La date de la restitution des fonds n'a pas encore été choisie. Elle doit être décidée par le gouvernement nigérian après l'accord de la Cour royale de Jersey. Depuis lundi, la guerre entre l'armée et les paramilitaires au Soudan est entrée dans son 9e mois sans qu'aucune issue ne soit en vue. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, annonce la tenue d'un sommet extraordinaire jeudi pour tenter de mettre fin au conflit. Cependant, le gouvernement soudanais a déjà annoncé qu'il ne participera pas à la rencontre, alors que des millions de personnes ont maintenant besoin d'une assistance humanitaire pour vivre. Lorsque la guerre a éclaté, nous étions occupés par nos révisions parce que les compositions devaient avoir lieu à la fin du Ramadan comme beaucoup d'autres projets que j'avais en tête. Mais la guerre a tout arrêté. Le bout du tunnel n'est pas encore visible. Le conflit s'enlise, jetant les populations sur les routes. Depuis le début de la guerre, plus de 7,3 millions de Soudanais ont fui leur pays. Nous sommes affectés par ce qui se passe à Khartoum. Des personnes déplacées par la guerre sont arrivées, mais nous n'avons plus de ressources. La vie devient de plus en plus difficile.
alors que la guerre se poursuit. Au moins 1,3 million de Soudanais ont trouvé refuge au Tchad, au Soudan du Sud, en Égypte, en Éthiopie et en République centrafricaine. Le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ses rhinocéros noirs. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Luasaba, situé dans le centre du pays. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans 3 parcs. Grâce à ces actions périodiques, le Kenya a réussi à sauver cette espèce. Il y avait environ 292 rhinocéros noirs dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Ils ont été décimés par le braconnage. Avec le travail, la politique gouvernementale, l'engagement de l'Agence kenyane de la conservation des espèces et d'un certain engagement du secteur privé, nous avons vu ces chiffres augmenter à plus d'1 millier aujourd'hui. Une précédente opération avait viré au fiasco en 2018 avec la mort d'une dizaine d'animaux relocalisés. Pour cette fois, les rangers ont eu des sueurs froides en raison de l'intrépide caractère d'un rhinocéros qui n'a pu être endormi par une fléchette tranquillisante. Les parcs existants sont peuplés. Nous sommes victimes de notre succès. On assiste à des combats de rhinocéros et aussi une baisse des taux de reproduction qui empêche un taux statique de la population. Le Kenya compte aujourd'hui près de 1000 rhinocéros noirs selon le département de la faune. C'est la 3e plus grande population de mammifères au monde, derrière l'Afrique du Sud et la Namibie. Selon l'ONG Save the Rhino, il ne reste plus que 6487 rhinocéros sauvages dans le monde. Tous vivent en Afrique. Kenya Airways ne sera plus en mesure de desservir la Tanzanie pour les vols des passagers à partir du 22 janvier. Les autorités tanzaniennes ont retiré à la compagnie aérienne kenyane l'autorisation irrélative. La décision annoncée lundi fait suite au refus de l'autorité kenyane de l'aviation civile d'accorder à Air Tanzania les autorisations nécessaires pour assurer tous les vols de fret entre les 2 pays. Mais la diplomatie s'invite dans le dossier. Les ministres des Affaires étrangères de 2 pays promettent de trouver un modus vivendi dans un délai de 3 jours. Les relations commerciales entre pays de la communauté de l'Afrique de l'Est font souvent face au grain de sable. Le Kenya a interdit l'importation de lait en provenance d'Ouganda et des produits agricoles en provenance de la Tanzanie, ce qui a entraîné une restriction de l'importation d'oignons au Kenya. La gravure sur métaux est un art ancestral désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au Maroc, la ville de Fès abrite des artisans qualifiés, spécialisés dans cet art transmis de génération en génération. Ces ciseleurs sont devenus la pierre angulaire de l'identité culturelle de ce pays africain. Nous avons été heureux d'apprendre que l'artisanat et le savoir-faire liés à la gravure sur métal avaient été inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela nous a donné beaucoup d'espoir et l'assurance que cet artisanat a un avenir prometteur. La gravure sur métaux se transmet au sein des familles marocaines par l'observation et la pratique. Aujourd'hui, ce savoir-faire est accessible dans des centres de formation, des universités et même sur les réseaux sociaux. La gravure sur métal est un métier très ancien qui consiste à graver sur le cuivre, l'argent et l'or. Cet artisanat est apparu au Maroc à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Il a débuté dans la ville de Fès et s'est répandu au fil des ans dans d'autres villes du Maroc, notamment à Marrakech. Les objets gravés, bijoux ou objets d'intérieur sont souvent offerts en cadeaux traditionnels de mariage ou pour des rituels religieux. Quand ils le peuvent, ces artisans adaptent leur création aux tendances contemporaines. Nous aspirons toujours à renouveler cet artisanat. C'est pourquoi nous travaillons à développer plusieurs aspects techniques.
Nous travaillons sur des objets d'art déco contemporains qui se démarquent de ce qui se fait traditionnellement. À titre d'exemple, le lustre le plus connu au Maroc est le lustre traditionnel initialement destiné à décorer les mosquées. Aujourd'hui, nous avons créé plusieurs formes modernes de lustres. Les marchés locaux de Fès offrent une véritable vitrine pour permettre aux artisans d'attiser la curiosité des touristes, mais aussi des collectionneurs, et promouvoir leur métier. Le Maroc compte désormais 14 éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'examen du projet de loi sur l'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda mardi au Parlement britannique a mis à nu les divisions au sein du Parti conservateur. L'aile droite de cette formation veut durcir la législation, une perspective qui agace les modérés qui menacent de voter contre, faisant craindre le rejet du texte majeur de Rishi Sunak déjà contesté par l'opposition. Ce projet de loi est horrible dans chacune de ses dispositions et chacun de ses articles, et dans l'intention qui le sous-tend, il ne fonctionnera pas, comme l'environnement hostile qui l'a précédé, la loi sur la nationalité et les frontières et la loi sur l'immigration clandestine, qui n'a obtenu le consentement royal qu'il y a à peine 180 jours. Il n'atteindra pas ses objectifs car il est contraire à la réalité. L'aile dure du Parti conservateur veut réduire le nombre de recours pour les demandeurs d'asile. Or, le Rwanda, appelé à accueillir les migrants entrés illégalement en Grande-Bretagne, a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à toute disposition contraire aux normes internationales. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a reconnu le fils du président somalien coupable de la mort d'un coursier à moto et l'a condamné à 2 ans et 6 mois de prison. Le fils de Mohamed Hassan Sheikh Mohamoud avait percuté par l'arrière avec sa voiture le scooter d'un livreur décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. La peine, jugée légère par la famille qui pleure la mort du jeune homme, a été aussitôt convertie en amende d'un montant de 27 300 livres turcs, soit 830 €. Le verdict consiste en une simple amende à payer. Nous allons faire appel de ce verdict. Nous avons porté cette affaire devant le tribunal et poursuivrons notre action. Le 30 novembre dernier, le fils de Mohamed Hassan Sheikh Mohamoud du même nom a été accusé d'avoir causé la mort par négligence après qu'une voiture diplomatique qu'il conduisait a heurté Yunus Emre Gosser, 38 ans, sur une autoroute d'Istanbul. Cette affaire avait embarrassé la Turquie, très proche de la Somalie, et suscité une vive émotion dans l'opinion publique turque. Nous avons suivi l'audience en étant perplexes parce que l'accusation dans ses propos fait porter 75% de la responsabilité au conducteur, le fils du président somalien, affirmant qu'il est fautif. Quant à Yunus Emre, il a attribué 25% de la responsabilité secondaire sur la base d'un rapport d'experts, parce que ce dernier n'aurait pas prêté l'attention requise à ses rétroviseurs. Le mandataire du père de Yunus Emre Gosser a déclaré qu'il porterait plainte. Un membre de la famille de la victime espérait voir Mohamed Hassan Sheikh Mohamoud sanctionné par une vraie peine d'emprisonnement. Quelques jours après l'accident, le fils du président somalien avait pris la fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Pour les militants des droits de l'homme, ce procès a été expéditif et injuste. La vie d'un coursier à moto ne peut pas valoir 27 000 livres turcs lorsque la partie adverse est responsable à 75%. Ce verdict a été commué en une amende de 27 000 livres turcs et le permis de conduire du fils du président somalien a été suspendu pour 6 mois. C'est ça la justice ? Le fils du président somalien, qui avait quitté la Turquie dans les jours suivant l'accident, était revenu le 12 janvier pour comparaître devant le tribunal en toute discrétion. Il en était ressorti libre. Le mandat d'arrêt et l'interdiction de voyager imposée à Mohamoud ont été révoqués après une déclaration aux fonctionnaires du tribunal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président rwandais Paul Kagame en marge du Forum économique mondial de Davos. Blinken a déclaré que les États-Unis s'engageaient à améliorer les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Cette rencontre symbolise la volonté de Washington de pouvoir gérer les conflits, notamment en RDC, en travaillant avec Kagame malgré les critiques américaines qui visaient le dirigeant rwandais. Pour répondre à votre question, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir en vue de soutenir les efforts déployés, en particulier par l'Angola et le Kenya, vers une résolution pacifique des désaccords et la prévention des conflits dans l'est de la RDC. Nous saluons le travail accompli, en particulier au cours des 2 derniers mois, et nous apprécions votre leadership dans la recherche d'une solution positive et pacifique pour l'avenir.
Je serai ravi d'en discuter avec vous aujourd'hui. Le président congolais Félix Tshisekedi accuse régulièrement le Rwanda et son président Paul Kagame de soutenir militairement les rebelles du M23, qui constituent la dernière génération de combattants Tutsis congolais à s'être emparés de plusieurs villes du Nord Kivu, une région riche en minerais. Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l'homme accusent le M23 d'atrocités, notamment de viols et de massacres, et affirment que ce mouvement est soutenu par le Rwanda.